pour laisser la parole aux 5 intervenants qu'on a sélectionnés aujourd'hui. Vous allez voir, il y a un petit peu toute la chaîne médicale. On va commencer par Yannick Schmidt, qui est un médecin généraliste. Ensuite, on a Félix Amiot, pardon, qui est au SAMU à Caen. On a Gervais de radiologie avec Benjamin Dalaudière aussi, donc manip radio et radiologue auprès du patient côté radiologie. Ensuite, Mehdi, je ne sais pas exactement, je pense qu'il est aux urgences ou en réa. Et on a Daniel Lichtenstein qui est aussi en réa. Vous devez connaître aussi Daniel, puisque c'est lui qui est à l'origine de originel, on va dire, et de nombreux livres sur l'échographie pulmonaire. Et dire tout de suite, je voudrais vous faire un petit rappel sur ce que c'est que la maladie qu'on a aujourd'hui, qui est le Covid. Voilà, je partage cette étude, elle est vraiment importante. Moi, ça a découvert quelque chose dans ma tête de voir ce tableau. Ça peut être dans de tout le monde. L'idée, c'est que les 7 premiers jours, on a très peu de signes cliniques et on a très peu de choses pour savoir où en est notre patient. Au 7e jour, souvent, on voit qu'il y a une cassure brutale. Pas forcément. Les patients hospitalisés, intubés, les retours qu'on a, c'est 94% de ça, le patient, il est intubé. C'est 2-3 litres d'oxygène, 4 litres d'oxygène, ils tiennent pas et il suffit des aggravations qui sont très rapides et qui sont très graves, puisqu'on voit qu'il y a une décharge inflammatoire qui se fait après, avec des patients qui ont des draps qui sont très sévères, qui nécessitent beaucoup de manipulation des cultives ventrales plusieurs fois par jour, donc très 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 chronophage et nécessitant vraiment des réas très pointus. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller en avant de tout ça et d'essayer de trouver des choses en amont. 6e, 7e jour, il se passe déjà des choses. Et que la radio pulmonaire, la Société française de radiologie l'a dit dès le début des vendredis, c'est pas la peine de la faire, on voit rien. Mais nous, on se dit peut-être qu'avec l'écho, on pourrait voir ces lésions avant de voir le crash, on peut appeler, du 7e jour. Donc c'est notre pari, c'est se dire quelle place de l'échographie là-dedans, est-ce que l'écho pulmonaire, c'est intéressant, comment on va la placer là-dedans. C'est la question, c'est pourquoi on est réunis aujourd'hui et c'est un peu ce qui nous intéresse. Je ne sais pas, vous avez vu l'image ou pas? Oui. On a vu l'image, Donc, on voit bien l'image. très bien. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, moi, je voudrais peut-être que Daniel, tu peux nous faire un petit récap rapide des images qu'on peut avoir dans la maladie Covid, le syndrome interstitiel, comment on le voit en échographie. Daniel? Oui, tu peux prendre le micro. On a perdu Daniel Stein. Alors, en attendant qu'on récupère Daniel, Gervais, tu peux peut-être remontrer comment on fait une écho pulmonaire. Tu as une sonde chez toi, tu as un butterfly, je crois. Tu nous montres rapidement comment en gros on fait une écho pulmonaire. Ton patient, c'est toi-même apparemment. C'est très bien. Je te laisse la parole. Tout à fait. Donc, bon, j'ai pas de mannequin parce qu'effectivement, avec toutes nos histoires de confinement, je vais vous montrer un petit peu comment on ferait une échographie pleurale classique. Donc, en fait, on va sectoriser le thorax à partir de la ligne médioclaviculaire et la ligne mamelonaire qui va diviser en deux. La ligne mamelonaire va nous donner le secteur supérieur et en dessous sera le secteur inférieur. Ensuite, donc, nous avons ce premier secteur. Ensuite, nous allons avoir le deuxième secteur qui se situera entre les deux lignes axillaires. Donc
Le deuxième secteur, supérieur, inférieur. Tac, tac. Ensuite, le troisième secteur, derrière la ligne axillaire, et je remonte ma sonde comme ceci. Alors, je peux utiliser une sonde, on peut utiliser une sonde superficielle, une sonde phase de raie, une sonde abdo. Ça dépend un peu de ce que vous avez à disposition. Là, j'ai un butterfly, donc il fait les trois sondes en même temps. Si vous utilisez des appareils un peu plus complexes, surtout pensez à sortir tous les filtres, surtout les harmoniques. Voilà, pour ceux qui ont un peu l'habitude. Par contre, ce sur quoi je veux bien insister dans la réalisation des échographies, surtout en ce moment en période de Covid, c'est les règles d'hygiène. Euh, il faut vous protéger, il faut absolument vous protéger. Donc, effectivement, nous, en ce moment, en réalisation d'échographie, on est comme au bloc, sur blouse, lunettes, gants, désinfection de l'appareil avant, après, complète. Très important par rapport à ça, pour éviter, pour éviter la contamination. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'obtenir des images un peu. Je vais vous montrer juste une image normale, d'un poumon normal. Voilà. Hop. Vous me dites si vous arrivez à voir. Hop. Ça, c'est un patient que j'ai fait. Voilà. Juste le temps. Vous la voyez à l'écran? Oui. Donc, ok, parfait. Donc, ça, c'est un poumon tout à fait normal. Là, j'ai utilisé une sonde abdominale. Donc, c'est pour ça que j'ai une profondeur de 10 centimètres. Donc, pour ceux qui savent un petit peu, on appelle ça le signe de la chauve-souris. Bon, tout simplement, une côte, une deuxième côte, le cône d'ombre derrière la côte. Hop là, pardon. C'était pas prévu. La deuxième côte, la ligne pleurale, ici. Si c'était en vidéo, elle bougerait avec la respiration. Et ensuite, les fameuses lignes A, qui sont les zones de réflexion de cette ligne pleurale, à équidistance. Bon, ça, c'est un poumon tout à fait normal. Alors, ce qu'on pourrait retrouver dans une infection Covid, ce qu'on va chercher, c'est surtout euh, les lésions qu'on trouverait au scanner. Pardon. Je sors de là. Je retrouve tout mon écran. Vous êtes toujours ou pas? On voit toujours ton écran, ouais. Ouais, ouais, ah ouais, d'accord, pardon. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé le truc. Ok. Donc, ce qu'on va essayer de retrouver, ce sont des images, les fameux signes du rideau, des images interstitielles. Voilà, je vais vous montrer. Bon, son, point. Alors, vous me direz si vous voyez bien la vidéo. J'ai pas fait l'essai. Donc, la vidéo, vous la voyez bien? Donc, j'ai la cote. J'ai mes fameuses lignes A. Donc, ce qu'on appelle les queues de comète qui partent de ma ligne pleurale. Oui. Tout l'ensemble, ligne B, pardon, qui partent de ma ligne pleurale et qui descendent sur tout l'ensemble de mon écran. Voilà. Et quand je les fais passer, j'ai l'impression de voir que avec la respiration, ces lignes pleurales se déplacent. J'en ai au moins 5 ou 6 là. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe du rideau. C'est un signe syndrome interstitiel. C'est exactement ces images-là qu'on recherchera qu'on peut retrouver sur un scanner et qu'on va rechercher pour avoir des signes peut-être de Covid. Ça marche. Je vois, j'ai avec Daniel est revenu. Voilà. Tu vas Vous me dites- nous montrer peut-être, Daniel, des images donc de ce syndrome interstitiel et qui nous permettront donc simplement
à des novices, comme à des gens qui savent déjà faire de l'échographie et pleural, mais qui ont un peu oublié, pour montrer un petit peu, les lignes B et surtout montrer l'évolutivité auquel on peut s'attendre pour, lors de la maladie du Covid. Tu m'entends, Lucie? Très bien. Je m'entends très bien. Voilà, je suis pas du tout confortable, hein, je préfère le préciser, pour plein de raisons. Est-ce que tu me donnes combien de temps? Parce que je peux être très, très bavard sur la question ou très schématique. On te donne, 10 minutes et dit que tu sois bien schématique. 10 minutes, ouais, ce sera confortable. Bon, on va commencer par le début, et j'arrive pas à savoir, je connais pas encore, je suis pas familier avec tout le monde. Le prédécesseur s'appelle Gervais? Non, Ger c'est Gervais qui nous a Ger montré son butterfly. Je voilà. connais pas cet appareil. Bon, j'utilise le même appareil depuis 1992 parce que pour moi, c'est le meilleur qui existe. Il y a J'encourage les gens qui font de l'écho pulmonaire parce qu'il faut débuter, c'est très bien, mais j'aurais fait la présentation différemment. Bon, c'est un petit peu normal. Il faut se donner le soin d'avoir des images propres dès le départ. Je suis d'accord sur l'image fixe que Gervais a montrée sur l'onde abdominale. On voyait des lignes A. Il nous a dit que ça bougeait parce qu'on n'avait pas la vidéo. Ça représente une surface pulmonaire normale, hein. C'est ce que je vois dans les embolies pulmonaires, dans les pneumopathies postérieures. Mais c'est déjà un bon début. Si mon patient qui se plaint de tout a ce profil, j'aurais tendance à ne pas être inquiet. Par contre, alors, les lignes B, je vais essayer de faire une petite remise à zéro parce que j'ai des lignes B, ce n'est pas une maladie. Quand j'en ai 3 par champ, entre deux côtes, j'appelle ça des fusées. Alors, je vais essayer de montrer un exemple d'une façon un petit peu primitive. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Passe. Quand on voit ces fusées, c'est à partir de 3 lignes B. Je tiens le processus suivant. Si elles sont au nombre de 3 à peu près, j'appelle ça des fusées septales. Ça veut dire que le patient a des lignes de Kerley, c'est-à-dire un syndrome interstitiel débutant qui peut être parfaitement asymptomatique. Si je vois le double de ligne B, alors, à partir de 6, j'arrive dans quelques secondes. On a du raffut. Alors, si j'ai cet aspect, est-ce qu'on le voit bien? Oui. Alors ça, c'est mon appareil 1992, hein, avec sa sonde microconvexe polyvalente pour le corps entier. Je suis très attaché à cette sonde. Voilà. Franchement, l'image est très claire, hein. Bref, elle n'est pas terrible, hein. Ouais, Alors, si je vois environ 6 lignes B ou plus, j'appelle ça des fusées dépolies, glass rockets en anglais, ce qui veut dire qu'elles vont correspondre à du verre dépoli au scanner. Tout simplement, c'est-à-dire l'état dans lequel, en réanimation, on reçoit les patients. J'ai une lacune, c'est que je ne vois pas les patients avant qu'ils arrivent en réanimation. Et ça, vous le verrez beaucoup mieux que moi. Mais ce que je voudrais, c'est vérifier que cette étude nous prouve que le patient, encore asymptomatique, a déjà des fusées pathologiques, parce que les fusées ne sont pas pathologiques dans certaines localisations, mais si elles sont antérieures, diffuses aux 4 points que le SURF a identifiés, on peut considérer le patient comme tout à fait à risque de développer une atteinte interstitielle sévère. Si l'étude montre, hein, que le patient à un stade asymptomatique a des fusées dépolies, j'en douterais énormément parce que je suis sûr que ça va donner une dyspnée. Ce serait un plus, mais ça, c'est à prouver. D'accord. Et alors, ce que j'ai vu sur nos observations de Covid qu'on a dans le service, étonnamment, le glissement pleural est conservé. Mais il faudrait que je raisonne sur un grand nombre, ce qui n'est pas encore le cas. Sur
Sur les vidéos qu'on a vu passer un petit peu sur le Covid, il y avait des irrégularités de ligne pleurale et tout ça. On va peut-être en reparler après, je sais pas. Non, je compte pas en parler parce que j'utilise pas ce signe. D'accord. Heu, alors avec mon appareil 1992, là, c'est une lésion qu'on voit au point postérieur, C'est une condensation, j'imagine? Ouais. Utilisation. sensation qui beh et oh là là, bien, Ouais. voilà, là, on a un petit peu, c'est très artisanal. On voit un PLAPS, bon, c'est catastrophique, hein, je vais laisser tomber. Ouais, ouais. On voit un PLAPS, c'est-à-dire un mélange du liquide pleural et du liquide intra-alvéolaire massif, classique. D'accord. Et donc, cette histoire de ligne pleurale irrégulière, ça va m'obliger à compliquer quelque chose qui doit être simple. Si la surface pulmonaire n'est pas normale, c'est une anomalie pulmonaire. Ça peut être n'importe quelle ARDS ou n'importe quelle pneumonie, y compris le Covid. Le Covid n'a pas donné des lésions spécifiques à ce que je sache pour le moment. Mais comme on sait que si un patient va mal, a priori ce sera du covirus, bon, bah, on va le mettre soigneusement, on va le trier comme potentiellement à risque. Voilà, On l'essentiel. Donc, allez sur le site source.net pour voir les vidéos comme elles doivent apparaître. Sur le site, redis-nous le site, Daniel? C'est CEURF.net. CEU CEURF? Alors, c'est le surf comme le sport, le surf, Surf in California, sauf que le S est remplacé par CE, Cercle des échographistes. Il y a une section Blue Protocol et en bas, il y a les vidéos que vous n'aurez pas sur un téléphone dit intelligent, mais sur un ordinateur. Pour le moment. Voilà. Eh beh, merci beaucoup, Daniel. On va envoyer le lien à tout le monde. Je voudrais que maintenant on fasse le tour comme on a dit, qu'on voit avec chacun. Je vois que Benjamin Dalaudière vient d'arriver. Tu nous donneras Vous m'entendez ou pas? que chacun nous dise quel type de patient aujourd'hui, aujourd'hui vendredi soir 20h, il a reçu, et quelle est la place de l'échographie dans son quotidien. Voilà, donc je laisse la parole à Yannick Schmitt. Tu te présentes, Yannick, et tu nous racontes un petit peu ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Yannick? Oui, bonjour, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis médecin généraliste dans la banlieue de Strasbourg, en plein dans l'épidémie depuis déjà quasiment 3 semaines. Je suis également maître de conf à la fac de Strasbourg et du coup, bah, ma consultation est relativement jeune puisque j'ai beaucoup de pères et de mères de famille avec des enfants, quelques personnes âgées, mais c'est vraiment pas la majorité. Et du coup, le corollaire de ça, c'est qu'il y a énormément de cas avec des formes cliniques assez modérées, assez simples, assez bénignes. Euh, pour vous dire, j'ai pas encore eu besoin d'hospitaliser un de mes patients. En tout cas, sans que je le sache, il y en a peut-être qui sont hospitalisés, mais moi, j'en ai adressé aucun à l'hôpital pour le moment. Euh, et surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est vraiment la dynamique de la maladie parce que c'est vraiment criant cette semaine. On parle de l'aggravation entre le 5e et le 7e jour. Là, on l'a vraiment vu cette semaine avec des patients qui étaient venus avec très peu de symptômes respiratoires hauts le plus souvent et qui là ont rappelé cette semaine avec des dyspnées essentiellement nocturnes, des sifflements essentiellement nocturnes. Bref, une vraie recrudescence de symptômes plutôt respiratoires bas cette fois. Et ça, c'est vraiment assez typique, c'est vraiment ressorti très fort. Et du coup, la question qu'on se pose, ayant été formé à l'échographie et après des discussions avec Lucie, c'est effectivement quel pourrait être l'apport de l'échographie dans la prise en charge de ces patients-là, parce que
quand on les voit arriver comme ça avec des signes qui sont effectivement déjà un peu plus inquiétants, comme un essoufflement nocturne, on serait bien tenté de le faire une échographie pour voir si effectivement on a des signes qui vont au-delà de la simple saturation qui est quasiment toujours normale, ou presque, hein, la simple fréquence respiratoire qui elle aussi est rarement altérée, en tout cas dans ma consultation, et l'auscultation pulmonaire qui n'apporte franchement rien du tout. Enfin, en tout cas, j'ai eu aucun signe pulmonaire à part quelques sibilants, voilà, mais vraiment, c'est difficile de caractériser quelque chose de plus comme signe pulmonaire. Donc, la question qu'on se pose, c'est ça, c'est est-ce que l'échographie pourrait permettre de repérer des patients qui seraient plus à risque de décompensation que d'autres et permettre derrière une prise en charge adaptée à ce public-là, c'est-à-dire d'essayer de stratifier un petit peu les risques dans notre patientèle et de pouvoir leur proposer une prise en charge adaptée. Ça peut être un suivi renforcé, de les revoir par exemple 24 ou 48 heures après. Ça peut être en fonction des signes, effectivement, de les adresser dans un service d'hospitalisation, voir plus si effectivement la clinique est plus parlante. Et c'est vrai, alors j'en parle là, Lucie, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais euh, on est en train de réfléchir à mettre en place une étude euh, bon, qui aurait une méthodologie un peu robuste pour justement suivre une cohorte de patients qui auraient été échographiés en soins primaires, en médecine générale, et voir ensuite leur devenir dans les jours, les semaines qui suivent pour voir l'apport éventuel de cette technique dans la prise en charge des patients. Donc pour ça, on est en train d'organiser l'étude. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous envoyer là tout de suite le contact@medtandem.com que vous devez connaître, qui vous permet de vous manifester si ça vous intéresse. Vous nous envoyez un email et nous, on est en train d'organiser là avec Yannick, avec la PHP, avec Caen aussi. Félix va vous en parler. On est en train d'organiser quelque chose. Donc voilà. Merci Yannick. Ça, c'était le point, la situation au 20 mars. On le note et puis on verra dans 3 jours où on en est. Je rajoute peut-être juste que qu'on a l'expérience du Haut-Rhin qui du coup est vraiment en première ligne dans l'épidémie et qui a vraiment de grosses difficultés dans les prises en charge préhospitalières maintenant, mais hospitalières ça fait déjà au moins 15 jours. Tout ça pour vous dire que il y a encore le temps de s'organiser sur le territoire pour justement prendre en charge ces patients-là. Le confinement qui est en place actuellement, il va nécessiter, je pense, que les médecins se déplacent peut-être davantage à domicile, parce on voit arriver là cette semaine des cas dans les familles confinées. Alors c'est des cas sporadiques dans les familles confinées. On peut prendre le pari que la semaine prochaine, ce sera la moitié ou les trois quarts des familles, enfin au sein de la famille, au sein du foyer qui sera contaminé et qui aura des symptômes. Et là, pour le coup, ça va être de plus en plus compliqué de les déplacer. Donc, euh, n'hésitez pas dès à présent à prendre contact avec vos collègues sur le territoire et à organiser une prise en charge qui vous paraît la plus adaptée localement. N'attendez pas que ça vienne d'en haut parce que ça viendra pas. On a vraiment eu cette expérience-là localement avec le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. La médecine générale, la médecine de ville d'une manière générale est vraiment traitée euh, dans les dernières, enfin en tout cas pas du tout dans les préoccupations prioritaires de nos autorités qui ont déjà beaucoup de mal à gérer la situation hospitalière. Donc, euh, Je pense qu'Yannick, en fait, c'est compliqué à tous les étages. ouais. Et que je pense que les tutelles font tous vraiment tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais que voilà, c'est essentiellement des initiatives personnelles où vous allez pouvoir organiser vos structures aussi bien. Là, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, qu'il y a même des petits villages ou des villes qui se sont organisés pour faire des consultations dans des salles des fêtes. Il y a des tentes qui organisent avec des médecins généralistes en amont des tentes des urgences devant les cliniques. Euh, c'est des très bonnes idées et ça permettra dans les de et de moins emboliser les structures
l'urgence et les hôpitaux. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre sur le chat, je surveille. Bah, écoute, merci beaucoup Yannick, et on va peut-être donner la parole, si tu es d'accord, à Félix. Parfait. Félix, tu es là? On a perdu Félix. Il est On en a ligne. perdu Félix. Il est bien connecté. D'accord. On va lui passer un SMS. Il est peut-être appelé ailleurs. On va prendre Gervais. En attendant, Gervais ou Benjamin. Benjamin, tu nous dis un petit peu sur le plan. Toi, tu es radio. Tu nous racontes un petit peu ton impression, comment tu vis toi, à Bordeaux, Allô, vous m'entendez? tout en étant beaucoup en télé-radio. Ah, ça y est, on a retrouvé Félix. Ouais, ça y est, je suis désolé, j'avais juste un problème de micro, c'est tout. J'avais juste un problème de micro, je suis désolé. J'étais bien là, je vous écoutais, sagement. Tu préfères, Lucie, qu'on laisse la peine à Gervais, du coup? À moi. Ok, très bien. Bah, moi, du coup, je suis Vas-y, en Félix. médecine d'urgence. Je suis en médecine d'urgence au CHU de Caen. Moi, j'utilise l'échographie pulmonaire beaucoup. J'ai une bonne expérience de la médecine générale parce que j'étais interne en médecine générale avant. Et j'ai travaillé beaucoup l'échographie pulmonaire en médecine générale et j'ai fait notamment une étude de faisabilité d'échographie pulmonaire en médecine générale, interventionnelle et multicentrique qui va sortir d'ici très peu de temps. Normalement, qu'on essaie justement de faire bouger avec les choses, avec le Covid qui essaie de passer. Moi, principalement, en fait, les Covid, là, actuellement, je les vois en SMUR. Donc, initialement, on utilisait l'échographie pulmonaire, enfin, moi, j'utilise l'échographie pulmonaire, en tout cas, en SMUR, pour voilà, essayer de faire la différence entre, initialement, quand on était à très peu de cas de Covid, entre vraiment les pneumopathies basales, vraiment typiques avec le gros foyer de condensation, et essayer de faire la différence entre des lésions justement en plage de verre dépoli bilatéralisées qui nous aidaient un petit peu à faire la part des choses et essayer justement d'emmener et de cliniquer ce patient au mieux. Ça, clairement, moi, ça m'a beaucoup aidé en SMUR et notamment un cas que je vous montrerai là, que j'ai récupéré en SMUR et qui du coup que j'ai revu aujourd'hui à J7 du coup et qui s'est nettement aggravé et que j'ai pu du coup faire l'échographie pulmonaire et voir la nette aggravation de ces images. Donc ça c'est intéressant, c'est clair de voir ça. Je pense qu'effectivement comme c'était très justement dit, la médecine générale va être au centre et à la clé. Une fois qu'on aura dépassé les capacités hospitalières, la médecine générale va être à la clé de toute cette infection Covid et notamment de quels patients on hospitalise, quels patients on n'hospitalise pas. Et juste pour faire un petit point, effectivement, je ne suis pas tellement d'accord avec Dr. Lichtenstein qui disait que les lésions, enfin, pour l'instant, ce qui est prouvé, que les lésions n'apparaissent pas chez les patients asymptomatique et qu'en fait il y a une étude là qui est sortie il y a 2 semaines qui va justement être un pivot je pense. C'était les Chinois qui ont scanné en fait 15 soignants qui étaient en contact avec un Covid+, et qui en fait chez 14 des 15 soignants montraient déjà des images en plage de verre dépoli et des images du coup qu'on peut retrouver en échographie pulmonaire et ces patients et ces soignants étaient asymptomatiques. Et donc du coup je pense effectivement et je pense que c'est toute la difficulté de cette pathologie, c'est qu'elle a une clinique très bâtarde, que en fait ces patients ne sont pas en détresse respiratoire, ces patients ne sont pas vraiment dyspniques, ils sont oxygéno-requérants, ils sont en insuffisance respiratoire aiguë à proprement parler du terme, mais hop là, pardon, mais ont pas de signe clinique pur. Et je pense que du coup l'échographie pulmonaire est d'autant plus intéressante pour dépister les patients asymptomatiques et pour essayer justement de pallier un peu de ce manque de puissance de la PCR qu'on est en train de comprendre, que la PCR n'est vraiment pas terrible pour tout ça. Si vous voulez, je vous montre du coup les deux images. Tac. Est-ce que vous voyez là du coup? Ouais, vous voyez bien. Donc, du coup, je vous ai fait un petit peu une petite mosaïque. Là, c'était la première image. Donc ça, je vous ai mis qu'une face, mais c'était une image bilatérale qu'on retrouvait. Donc on voit ici la ligne pleurale qui est ici. Donc c'est un setup poumon, donc qui est assez profond. J'aime pas beaucoup en fait sur le butterfly pour des raisons personnelles. Donc on voit des lignes A ici. On voit effectivement ici l'apparition d'un nuage de pleurale avec une. Il disait qu'il aimait pas trop ce film-là. Moi, je m'en sers régulièrement, mais après, chacun ses goûts et chacun, justement, son expérience. Et que, voilà, on voit la ligne orale qui est un petit peu hachée ici. On peut deviner un aspect de condensation débutant, mais qui bouge, les lignes B, effectivement, bougent avec la respiration. Ça, c'est ce même patient, du coup,
à J7. Donc ça, c'est d'un côté. Vous voyez effectivement ici la ligne pleurale ici, mais qui s'arrête nettement avec un foyer hépatisé. Et si on peut deviner ici un bon programme aérique, en fait, on voit les bronches s'ouvrir et se fermer à l'intérieur de cette image. Et là, c'est du coup l'image de condensation alvéolaire vraiment bien définie. Donc c'est ce patient qui s'est nettement aggravé et qui a été intubé du coup cet après-midi par la suite. Voilà, et l'autre image du coup que j'avais à vous partager, c'était celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, donc là c'est abdominal, et on voit nettement en fait, c'était une patiente qui présentait pas justement quasiment pas de signe, une fièvre sans signe particulier, et en fait on voit vraiment donc la ligne pleurale normale avec des lignes bas, et là on arrive directement sur un foyer de condensation en fait, avec un bronchogramme aérique à l'intérieur, avec de l'autre côté, je vous ai pas mis l'image de l'autre côté, mais plutôt des plages de ligne B en verre dépoli. Donc cette patiente a été scannée, cette patiente est du coup Covid positive, et voilà. Moi je pense que, et j'en suis persuadé, que l'échographie pulmonaire va nous aider et nous aide déjà à dépistage même, et à nous participer à l'argument faisceau diagnostic. Je, je pense qu'effectivement en SMUR maintenant on va plus en avoir besoin parce que ces patients-là on va se protéger. C'est difficile en SMUR. Enfin, les procédures de désinfection sont un peu plus compliquées en SMUR parce qu'on a tout le véhicule à désinfecter du coup, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que clairement aux urgences, chez un patient soit post-symptomatique avec de la fièvre, soit un patient où on comprend pas trop parce que ces patients-là souvent ils arrivent en fait confus. Moi le tableau clinique que j'ai vu principalement c'était un homme un homme de 60 ans sans autre comorbidité qui arrive avec de la fièvre et qui est confus. Moi personnellement là actuellement je les scanne tous sans exception. C'est-à-dire que tous les gens qui ont la fièvre, même une petite fièvre bâtarde, même une petite toux, je les scanne tous. Et en fait, on voit des trucs, on voit des choses apparaître. Alors moi, pour les procédures de désinfection, j'ai ma propre sonde, donc je désinfecte ma sonde. Mais parce qu'on n'a pas de procédure de désinfection à l'hôpital. Juste, Félix, Oui, quand tu dis je les scanne tous, ça veut dire que tu leur fais à tous une échographie? je leur fais à tous une échographie. Parce que Tous. quand tu dis tu les scannes, on a l'impression que tu les amènes au Non, scanner. ah oui, pardon. Ouais, non, non, excusez-moi. Ouais, non, non, je leur fais tous une effectivement, c'est le langage, je leur fais tous une échographie pulmonaire parce que voilà, déjà ça m'aide dans mon raisonnement, ça m'aide dans ma prise en charge supérieure, c'est-à-dire est-ce que là, nous à Caen, on en est effectivement, on en a beaucoup. Est-ce que la plage de scanner commence à être très remplie? Les PCR, on en a plus, il y a plus de, enfin, les tests sont complètement submergés. Donc, est-ce que ce patient, je l'emmène au scanner? Est-ce que ce patient, il a d'autres choses? Est-ce que ce patient, il a un épanchement pleural qui, par exemple, va me dire que ben non, l'épanchement pleural, on sait que maintenant dans les signes scanographiques de le Covid, l'épanchement pleural est très en défaveur d'un Covid. Donc moi, quand je vois un épanchement pleural, maintenant, plutôt, pour l'instant, on n'est pas sûr, mais plutôt du style à les mettre de côté. Mais voilà, moi je m'en sers comme ça, en tout cas pour l'instant. Après, je pense qu'effectivement, l'étude va être très intéressante parce qu'on montrer qu'on a des lésions scanographiques et je pense que ce qui va être très intéressant c'est le suivi de ces lésions scanographiques en médecine générale où je pense qu'on va avoir un vrai pilier à jouer là-dessus. Et dans les questions, Félix, on nous dit quelle part de faux positifs ou d'erreurs diagnostiques. Pour l'échographie pulmonaire, Ouais, dans ta alors pratique. dans ma pratique en fait, moi l'échographie pulmonaire je m'en sers comme vraiment un prolongement de mon examen clinique, donc ça m'oriente vers un faisceau d'arguments, c'est-à-dire qu'on sait que l'examen clinique, l'examen pulmonaire chez les Covid, on n'entend rien, enfin il n'y a rien de particulier, comme on disait. Et en fait, je m'en sers, moi, si j'ai des lignes B en app vraiment bilatéralisées, voilà, c'est plutôt à l'emmener vers le positif. Après, parfois on va se tromper, parfois on va peut-être faire du surtriage, mais je pense que le surtriage est beaucoup moins en tout cas dangereux et délétère à long terme que le sous-triage. Parce que ces patients-là, en fait, si le sous-triage, le Covid, on les renvoie chez eux dans la nature et ils réinfectent tout le monde après, quoi. Voilà. Je pense pas que pour l'instant, alors là, il parle d'une sensibilité à 75% dans les petites études chinoises qui sont en train de sortir de l'échographie pulmonaire, en tout cas dans les lésions de Covid. Moi, je pense qu'on peut rien dire pour l'instant. Il n'y a pas assez de données. Voilà. Les données là actuellement se jouent sur la PCR où on sait qu'on est à 50-60% de sensibilité sur la PCR. Voilà. Il y a encore une question qui Mhm. à quelle date pensez-vous qu'il serait le plus pertinent de faire l'écho, au début ou à J6? Yannick, il a dit, hein, peut-être qu'il faudra revoir les patients Moi, les avis, essayer de ouais. les revoir
entre des médecins généralistes. Je pense qu'effectivement, le plus pertinent, alors ça va être une réponse de Normand, je suis désolé, mais le plus pertinent, c'est de le faire aux deux. C'est qu'en fait, initialement, au début, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'est un Covid, est-ce que c'est pas un Covid. Initialement, ça va nous aider sur le Covid, ça nous aider de nous emmener en faveur d'un Covid, de nous amener peut-être à appeler le 15 en disant, bah, si on appelle le 15 en disant, bah voilà, j'ai un patient qui a de la fièvre, qui est confus, un tableau un peu bâtard, mais qui en fait, on a des lésions envers des polyps bilatérales, qui en fait, moi j'ai ça, je trouve ça à l'échographie, bah, on va être plus à même à appeler l'infectiologue et à trouver ça. Et à J6, dans le suivi, moi je pense que c'est très intéressant d'enregistrer les données de ces patients, d'enregistrer les vidéos et de les comparer à J6, de faire le suivi à J6 et de me dire, voilà, à J1 j'en étais là, et bah à J6, imaginons à J6 je trouve à J1 j'étais sur ligne B, à J6 je trouve un énorme foyer de condensation bilatéral avec une fièvre qui ne descend pas, et bien ce patient-là, moi je pense que rien que sur ces signes échographiques nécessiterait une hospitalisation. Mais voilà, c'est à prouver encore, mais je pense que le plus pertinent, c'est de le faire aux deux. Voilà, Merci Félix, on va reparler après je t'en de prie, avec plaisir. l'intubation et tout ça. Pour ce qui est de l'étude, on est en train de mettre en place aussi une base de données sur laquelle vous pourrez mettre vos patients pareil, en anonymisé avec un numéro. Et donc, vous pourrez, pour ceux qui ont besoin d'avoir du stock, ceux qui sont pas à l'hôpital, vous pourrez donc stocker vos images pour vos patients à des J différents. Donc ça, on vous donnera l'info aussi. On va continuer à vous envoyer des infos. On va vous envoyer les infos qu'on a et puis vous aurez le point avec les vidéoconférences aussi. On va laisser la parole maintenant à Benjamin Dalaudière, donc qui est radiologue. Vas-y, la parole est à toi. Quel type de patient, pourquoi les scanners, quelle place d'échographie pour un radiologue, raconte-nous. Alors bonsoir à tous, donc moi je suis radiologue, moi mon expérience sur le Covid c'est juste en imagerie scannographique en fait. Juste sur la sémiologie scanner, alors on a déjà tout dit sur les vers dépolis, mais juste en tout cas dans une suspicion récente de Covid, la condensation alvéolaire elle n'est pas là quoi. C'est vraiment au fur et à mesure du temps. Sinon j'irais même dire que c'est peut-être un signe indirect de non-infection à Covid. C'est vraiment les plages interstitielles, vers des polis, plurifocales, qui ne migrent pas avec le temps, vraiment qui ne migrent pas, et qui secondairement vont se compliquer en condensation. Quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la condensation alvéolaire, dans un premier temps, pour moi, c'est pas trop Covid. On l'a dit aussi sur les lignes, sur les épanchements pleuraux. Un Covid, normalement, il n'y a pas d'épanchement pleural, il n'a pas d'enganglion ou d'adénomégalie. Et souvent, c'est des poumons assez sains, en fait. Dans mon expérience, c'est rarement des poumons déjà pathologiques, avec des pathologies chroniques de DDB, de fibrose ou tout ça. Sachant qu'aussi un signe, par exemple une tache de verre dépoli, sur un poumon qui est déjà pathologie chronique, peut ne pas du tout être un Covid. C'est pas pathognomonique, contrairement à un poumon plutôt sain à la base. Ça, c'était déjà le premier point sémio-scanner pur. Donc moi, j'ai une expérience strictement scanographique du Covid. Pas l'expérience d'échographie pulmonaire en Covid. Ma seule expérience d'échographie pulmonaire, c'est dans le cadre de médecine ou de radiologie d'urgence quand on est au milieu de la brousse et je m'en sers pour l'épanchement pleural liquidien aérique et pour regarder grossièrement effectivement la zone périphérique du poumon, quoi. Mais pas du tout, généralement, c'est plutôt dans le cadre de la traumato, quoi. Voilà. En tant que radiologue, sur des pathologies chroniques, à fortiori Covid, je n'en ai pas l'expérience. Et par contre, la SFR, dans notre société savante à nous de radiologie, et les tutelles d'imagerie thoracique, par contre, aujourd'hui, c'est tombé, ne recommande pas l'utilisation de l'échographie pour le diagnostic positif initial de Covid. Ils recommandent le scanner. Alors après, ce sont des gens hospitaliers. Donc la place de l'écho peut-être, c'est une simple piste, moi je ne suis pas spécialiste de la question, pour les gens qui ne peuvent pas être scanographiés, dans un endroit où il n'y a pas de scan, où le scan est débordé. Peut-être pour le triage à l'extérieur des CHU et des CH, qui eux ont généralement des scanners, ou avant de rentrer, ou dans des temps de fortune, voilà, je vous livre un peu mes idées. En tout cas, juste donc 2 points. La sémiologie scanner, elle est assez simple au final, surtout dans ces moments-là.
Dans mon expérience aussi, les gens qui étaient Covid, on va dire fortement suspectés en scanner, quasiment pathognomoniques, quand j'ai les urgentistes au téléphone, c'était pas forcément que des signes respi, hein. Il y avait des gens qui avaient des douleurs abdominales, qui faisaient des TAP, alors que c'était plutôt des points d'appel abdominaux du fait de la pandémie. Mais j'ai eu aussi pas mal de points d'appel abdominaux et au final un Covid avéré et pas du tout une pathologie sous-diaphragmatique, quoi. Voilà, donc juste 2 points. Le syndrome interstitiel sur des poumons périphériques, pardon, sur des poumons chroniques pathologiques, il peut être là pour signe de surinfection, mais pas forcément Covid+, contrairement aux poumons sains. Et la condensation alvéolaire, dans mon expérience, elle arrive secondairement et pas en première intention. Après, il faut voir, il faut corréler à la clinique. C'est ça qui est un peu compliqué. Si le patient vient vous voir de suite, si le patient était traîné depuis une semaine, si le patient était simplement asymptomatique avant aussi. Donc, en tout cas, il faut un peu le pondérer, quoi. Voilà mon expérience. Merci beaucoup, Benjamin. Daniel, tu veux nous dire le type de patient que tu reçois, toi, en réanimation, peut-être, avec les signes cliniques que tu as sur les patients juste avant de les intuber? Moi, je vous donnerai après le retour des infos qu'on a de Bordeaux et un peu d'ailleurs. Vas-y, Daniel. Oui, je suis là. Bon, quand je vois les patients, ils sont actuellement, hein, parce que ça fait peu de temps qu'ils sont dans notre service, qui est en train de s'expandre. Mais je voudrais vraiment rester sur la question échographie. Parce que qu'ils soient les signes qu'on aura juste avant l'intubation et juste après vont diminuer. Ils vont pas changer si on n'a pas agressé le poumon iatrogéniquement. Je voulais juste, comment est-ce qu'on dit actuellement, rebondir, c'est le terme à la mode. Ce qu'a dit, alors c'est Gervais, je crois, Félix, que si les lésions en verre dépoli, donc c'est-à-dire ce que j'appelle les fusées dépolies échographiques, se voient sans signe clinique, je serais heureux de l'apprendre parce que ça voudrait dire que notre étude sera très positive. C'est un grand plus si l'échographie peut déceler du verre dépoli chez un patient asymptomatique. Moi, je les connais. C'est le cas en tout cas, c'est Félix là qui parle. C'est le cas en tout cas dans l'étude que des Chinois là, que j'ai lu là hier, où ils ont justement scanné les non symptomatiques et il y en avait 14 positifs de verre dépoli, quoi. Ça pourrait être vachement intéressant. Voilà. Alors ensuite, avant de parler de dans quel état sont les patients, parce que n'importe quel réanimateur peut répondre à cette question, puisque je suis invité à ce webinaire, j'aurais tendance à dire attention, il faut qu'on fasse une étude propre. Il y a 2 écoles dans le monde. Je suis désolé de le dire, je vais essayer de rendre les choses aussi agréables que possible. Il y a l'école de la conférence internationale de consensus. Il paraît qu'il y a mon nom dessus, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Et il y a l'école du surf. Ces 2 écoles disent des choses opposées et il va falloir que vous choisissiez. J'ai vu Gervais, celui qui a le papillon butterfly, c'est ça. Il a posé, tu es là Gervais? C'est ça. Il a posé sa sonde sur une Actuellement, je ne travaille pas avec un butterfly. ça me paraît très bien. Je ne connais pas cet appareil, donc ils m'ont pas daigné, ils m'ont pas jugé digne d'intérêt pour tester cet appareil. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Ce que je voudrais dire, gardons le fil. Par exemple, les points où on va poser notre sonde, tels que je les ai vus sur Gervais, c'est bien ça. Ça, c'est les points célébrés par la conférence de consensus. Et je tiens à vous dire que dans 100% des cas, pas 99, mais 100% des cas, si vous mettez la sonde sous le mamelon, vous verrez un énorme syndrome alvéolaire. Mais chez moi aussi, puisque vous êtes dans l'abdomen. Alors, je vais vous donner à part, là, on ne va pas perdre du temps, l'article qui s'appelle The Blue Points, qui est dérivé du Blue Protocol et qui indique non pas où est-ce qu'il faut poser sa sonde, mais où le surf préconise de poser sa sonde. J'ai 3 décennies de recul, donc, et je fais ça en temps plein. Et voilà, donc j'ai un petit peu d'avance sur les investigateurs de la conférence de consensus. C'est une célèbre photo qui est en couleur, donc inutilement en couleur. Donc la personne responsable a dû payer. Et en plus, comment le dire poliment, les points inférieurs, vous êtes pile poil dans l'abdomen.
Donc, vous allez croire qu'il y a une grosse consolidation. Deuxième point, je confirme en tout point que la consolidation n'est pas fréquente ou n'est pas massive au début du Covid, une fois en réanimation. Et l'épanchement pleural, c'est vrai qu'il est rare, donc je confirme tout ça. À l'échographie, et j'ai entendu les propos de Benjamin tout à fait intéressants sur le fait que la SFR ne recommande pas l'échographie pulmonaire aujourd'hui. Demain, il y aura des gens plus jeunes au comité et ils vont dire mais il faut faire l'échographie de toute urgence. Et comme disait, alors, quel est son prénom, celui qui travaille dans l'Est, Yannick, Yannick. Ah non, c'est plutôt du côté de Caen. voilà, Caen. Comme Yannick a la maladie que j'ai aussi, c'est-à-dire de scanner dans le sens échographique, tout patient dont j'ai la responsabilité. C'est une très bonne maladie. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. C'est Félix Sacan, ouais, c'est un peu ça. Je suis désolé, je m'avais donné votre maladie. Ben, c'est une maladie incurable, malheureusement, mais on vit bien avec. Hein. Je m'en sors pour l'instant, ça va. Continue. Voilà. Est-ce que je peux répondre à une autre question très précise et relative à l'échographie avant de laisser la parole? Vas-y, on t'en prie. Non, je pose la question. Est-ce que Que des gens ont des questions? oui, dans le chat. Dans le chat, pour le moment, j'ai rien. Ça y est, ça arrive. Alors, on manque clairement de données. En réa, on note un sauvage respiratoire souvent très long. Y a-t-il des signes échographiques précoces d'amélioration pulmonaire? Y a-t-il un intérêt en réa à faire des échos régulières? Ben, Yannick pourrait répondre. Il y a toujours intérêt de faire des échos en réa de façon répétée. Chaque matin, on examine nos patients et chaque après-midi, on leur fait un point déjà d'échocardiographie. Bon, ben, on met un coup sur les blue points, ce qui ne mange pas beaucoup de temps puisque c'est 2 points antérieurs et 1 point semi-postérieur. Et on verra. Alors, je n'ai pas encore le recul pour voir si le ver dépoli disparaît rapidement. Je m'excuse, hein, j'aurai sûrement la réponse la semaine prochaine. On a vu dans ce qui a été posté sur CNN la semaine dernière. C'est un médecin américain qui est en poste à côté de Madrid, qui était déclaré positif et qui a fait ses échographies sur lui-même. Et on voit qu'il a eu pas mal de lignes B en fusée sans avoir vraiment de signe de rideau. Et on voit que ça s'améliore rapidement. Donc lui, il a fait ses échos sur lui. Je pense qu'il s'est fait un peu peur en voyant les fusées arriver. Et puis ensuite, ça s'est amélioré. Je pense que ça l'a rassuré. C'était bon pour son moral. On a cette idée-là, mais on n'a rien de plus pour le moment. Je ne sais pas, vous avez plus d'idées, Félix? Moi, je serais ravi de me payer un Covid pour pouvoir étudier sur mes blue points comment ça évolue. Bon, je pense pas que je ne ferai pas une forme massive, j'espère. Tu as parlé de rideau et je suis obligé d'intervenir aussi d'une façon moyennement agréable parce que tous ces termes, et j'ai fait la nomenclature des termes confondants, le terme de rideau est confondant. Je pense qu'il faudrait avoir un langage universel. Je proposerai à l'étude que vous faites la nomenclature du surf. Le terme de rideau est remplacé par fusée dépoli. Il y a encore un signe du rideau qui indique simplement que le poumon qui est dans le thorax va vers l'abdomen à l'inspiration et beaucoup de gens ne vont pas percuter sur le mot rideau. Donc, voilà, c'est juste un petit exemple. Je vais dire de façon différente. Il faut qu'on appuie bien sur la base. Les signes basiques, j'ai vu à gauche et à droite, il y a un petit peu de maladresse. Je suis heureux parce que les gens utilisent le produit, mais comme toujours quand on débute, avec des petites maladresses par-ci par-là, mais ce serait bien de mettre ça au propre. On veut faire une étude ambitieuse. Petit détail. Donc, je vous ramènerai à une autre publication qui fait le listing de toutes les erreurs habituelles. Donc, ça fait 3 articles avec le beau protocole que je pourrais envoyer au comité. Super, merci beaucoup Daniel. Je vais juste mettre en demande les points que tu peux peut-être nous commenter du coup. Je ne sais pas si vous les voyez pour tout le monde. Ben voilà, ils sont là, bravo. Je fais un petit commentaire.
Donc, bravo. Donc, ça, c'est tiré du site Surf. Là, c'est en français, on l'a aussi en anglais. On met deux mains, juste la première main du haut, juste sous la clavicule. On parle des mains de la taille des mains du patient, c'est-à-dire entre le géant et le bébé, il n'y a aucune différence. Et ça fait 2 points par poumon. Et l'un est au milieu de la main en haut, l'autre en bas est au milieu de la paume. Donc, ça respecte la géométrie du poumon. Et quand on suit donc on les appelle le blue point supérieur, le blue point inférieur. Et quand on poursuit le blue point inférieur latéralement, aussi postérieur qu'on le peut, en fonction du fait que le lit est souple, que la sonde est courte et d'autres manœuvres, on a une analyse assez postérieure du poumon. Et vous voyez sur cette image qu'elle n'a rien à voir avec l'image de la conférence de consensus. Et quand vous avez cette sonde à cet endroit-là, donc au collapse point, le diaphragme est juste en dessous, 2 espaces en dessous à la limite. Donc le point paraît très haut placé, mais je vais le dire d'une façon imagée, le poumon n'est pas un organe tellement volumineux, c'est un petit organe. On a 2, c'est pour ça que c'est l'organe le plus volumineux, mais chaque poumon, je ne scanne jamais, surtout chez l'adulte, au-dessous de la ligne de Mamelon. Est-ce que tu veux, Daniel, que je mette la profil B'? Ah non, je peux pas. J'y arrive pas. Non, ça passe pas. C'est la vis voilà. informatique. Oui, je sais pas où on en est. Est-ce qu'il y a quelqu'un a encore quelque chose à dire? Il est 20h55. Mehdi nous a pas pu nous rejoindre. Il nous parlera de l'étude clinique lundi. Je pense on en saura davantage. On vous tient au courant. Est-ce qu'il y a encore une dernière question sur le chat? Pour le moment, je vois rien. Bon, écoutez, je vais déclarer terminer la première visio. Ça fait très solennel comme ça, c'est rigolo. Merci à vous tous. On continue à faire les visios. On continue parce que vous avez vu quand vous avez mis à disposition la petite vidéo là, que vous retrouvez sur MedTandem dans Covid. On va voir, maintenant que Daniel nous a bien dit qu'il fallait faire les blue points là, que c'était plus simple. On va peut-être voir si on remodifie un peu la vidéo. On a dit ça, hein, on a ajouté un petit en plus, mais en gros, vous avez quand même les points déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, on va vous tenir au courant. Donc, il y a cette étude clinique qui se met en place. Il y a le Slack sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos photos, vos vidéos. On vous a dit anonymiser, c'est-à-dire que vous filmez un en dessous. Vous embêtez à nous envoyer par quel moyen. Vous prenez votre téléphone et vous filmez l'image de votre échographe si c'est un échographe, gros échographe. Faites des choses simples. L'essentiel, c'est qu'on partage. Pour l'étude clinique, on vous tient au courant et on vous donne rendez-vous lundi, même heure, avec probablement des nouvelles idées, des nouvelles images. Voilà. Partageons et on se tient. On est tous là pour faire avancer les choses et courage à tout le monde. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Invivox, Julien qui nous permet de faire ces visios et de nous assurer toute la logistique. C'est vraiment super. Ça nous libère de beaucoup de choses. À bientôt, à lundi, 20h. Merci. Ciao, ciao.